j'imagine que les participants sont vraiment impatients donc, de Dr Diaw. Et à sa suite, il y aura le camarade Cheikh Seck qui va nous s'entretenir donc de la question du contrat de travail. Il va passer donc en seconde position. Donc on va donner la parole à Madame Tounkara Marie Diagne, qui est présidente de la commission communication, info et presse donc, de l'UTBS national, mais aussi de l'UTBS de Dakar. Elle va être notre modératrice donc, du jour. Elle aura donc la noble charge, mais je sais qu'elle va s'en sortir, donc de présenter donc, nos éminents sommeliers ici présents. Donc, je vais donc lui la parole. Donc, Marie, vous avez la parole. Et merci beaucoup. De l'UTBS Dakar. Donc, je m'en vais saluer directement nos panélistes, en l'occurrence Dr Pape Alassane Diaw, oui, et Monsieur Cheikh Seck. Donc, aussi saluer Monsieur le Président Sékou Cissé qui est empêché, donc qui est actuellement au 2e congrès de l'Association nationale des techniciens de laboratoire au Maroc. Donc, aussi Monsieur le Secrétaire général de l'Union régionale de Dakar, Monsieur Séni Ndiaye, le Secrétaire général national de l'UTBS, Monsieur Diaw, les membres sages de l'UTBS et l'ensemble des membres de l'UTBS ici présents et toute l'équipe d'organisation. Donc, je m'en vais directement vous faire le parcours de Dr Pape Alassane Diaw, qui va nous faire espérons une brillante présentation, mais auparavant, j'aimerais qu'on exerce peut-être 1 minute de prière pour le feu Issa Ndiaye, technicienne supérieure, ancienne technicienne supérieure à l'hôpital Pikine, qui est décédée récemment. Vraiment, nous vous prions peut-être de lui faire 1 minute de silence pour son âme, pour le repos de son âme. Merci beaucoup. Je vais laisser l'honneur à Monsieur Sissoko pour la prière, notre imam de l'UTBS. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par Dr Pape Alassane Diaw, pour les fonctions qu'il occupe actuellement. Étant directeur du laboratoire privé Bio Almadi, directeur technique de l'IRSF, Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation de Diamniadio. Pour son parcours, il a eu le bac D avec mention assez bien au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque en 1987. Il a été admis au concours d'entrée à l'INSUP, actuel ESP. Diplôme universitaire de technicien supérieur, DUT en analyse biologique en 1989. Ensuite, technicien supérieur au laboratoire de bactériovirologie de 1989 à 2001. Il s'est inscrit à la faculté de pharmacie et odontostomatologie. Ensuite, a obtenu son diplôme de doctorat d'État en pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop en 2001. Dr Alassane Diaw a eu son master en bactériologie, virologie en 2002, puis s'est inscrit en spécialisation et a obtenu 4 certificats de spécialisation, dont je cite CS de bactériovirologie en 2002, CS de biochimie clinique en 2007, CS de parasitologie en 2007, CS d'hémato-immunologie en 2008. Il est également auditeur certifié ASLM, OMS SLIPTA, auditeur certifié IRCA, ISO 9001, management de la qualité.
Auditeur aussi interne AFNOR, ISO, IEC 15189. Auditeur technique SOAC, Système Ouest Africain d'accréditation. Ensuite, consultant EEQ, ISO, IEC 17043. Exigences relatives aux essais d'aptitude et ISO, IEC 17025. Pour les postes occupés, il est biologiste au laboratoire bactériologie, virologie de CHU Le Dantec de 2001 à 2015. Biologiste au laboratoire Bio24 de 2001 à 2019. Directeur du laboratoire privé Bio-Almadi depuis 2019. Puis directeur technique de l'IRSF depuis 2015. In fine, auteur de plusieurs publications scientifiques. Merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous, Dr Diaw, d'avoir bien voulu accepter notre invitation, mais aussi surtout partager avec vous votre expérience. C'est un honneur pour nous. On vous laisse la parole. Merci. Merci bien de cette présentation. Je vais juste rajouter quelque chose. Je suis également ancien membre de l'ACETEP, membre fondateur de l'ACETEP, Association sénégalaise des techniciens biologistes du Sénégal. Et on l'a formé juste après ASTUC. ASTUC, c'était l'association des techniciens supérieurs, des DUT. Et avec l'actuel directeur CDO, Saïd Tal, et également Aziz Diallo, et il y a une autre personne qui était au SONES. Et à la SONES, on a créé l'association ACETEP. Et c'était vraiment quelque chose d'important à l'époque parce qu'il n'y avait personne vraiment pour défendre la profession. Et c'est l'occasion pour moi de demander vraiment une unification des deux associations, une DBS et ACETEP. Parce que ACETEP, c'est vrai que ça date de longtemps, mais quand même, comme on dit en Wolof, le gouvernement n'y a pas. Donc, comme d'autres associations étaient là, et qu'actuellement, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, cette association est beaucoup plus jeune. Donc, je plaide pour que vraiment qu'il y ait une unification de ces deux associations et que vous allez tous travailler pour la profession, défendre votre profession. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez défendre votre profession. Vous ne pouvez pas défendre la profession divisée. Ce n'est pas possible. Donc, essayez de travailler dans ce sens. Je pense que je l'avais demandé vraiment de venir parce que moi je suis plus actif au niveau de cette association quand même. Mais c'est l'occasion vraiment de voir comment essayer d'unir vos efforts et de défendre dignement la profession. Ça c'est un plaidoyer. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est vraiment, je salue tout le monde et c'est tout un honneur vraiment pour moi de répondre à cette invitation avec un ami, enfin, c'est vrai que c'est un ami parce que je l'ai intervient souvent à la télé. J'admire sa pertinence par rapport aux idées qu'il défend. Et ce qu'on appelle le niatou. Il fait le niatou, mais dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens. Et c'est pour la bonne cause. C'est pour nous tous. C'est pour tous les travailleurs de la santé. Et ça, vraiment, nous devons ça. Et nous remercions profondément et l'encourageons vraiment à persévérer dans ça. Donc, on a accusé un peu de retard. Malheureusement, je ne peux pas faire la présentation directe. Je vais partager peut-être après la présentation parce que ça aurait été beaucoup plus vivant de vous montrer la présentation. Mais quand même, je vais pouvoir le faire également. Je vais essayer de rendre ça vue tout en essayant d'être devant l'écran. Alors, la profession de technicien, de biologiste, rôle et responsabilité.
Parce que le technicien biologiste, c'est le laboratoire. Sans technicien biologiste, il n'y a pas de labo. Ça, je l'ai dit partout. Le plan qu'on va réellement suivre, c'est essayer de définir un peu le laboratoire. Le technicien biologiste. Qui est technicien biologiste? Les types de formation qui existent à l'heure actuelle, il y en a qui existent ici, qui existent également en France, ailleurs. Il y a également le rôle réellement du technicien biologiste. Parce que quand on parle de technicien biologiste, c'est large. Parce qu'en général, ceux qui sont là, c'est presque des techniciens biologistes médicaux. Donc, c'est des techniciens biologistes médicaux. Donc, le technicien biologiste médical, par rapport à technicien biologiste tout court, il y a une différence, il y a une nuance. Parce que le technicien biologiste, c'est celui qui est dans l'agroalimentaire, peut-être qu'il n'est pas dans le médical, mais c'est un technicien biologiste. Ouais. Donc, on va essayer de définir le rôle d'abord du technicien biologiste de manière générale, les compétences réelles du technicien biologiste, et ensuite, on va essayer d'aborder le technicien de biologie médicale. Le technicien de biologie médicale. Et qui est votre domaine pour la plupart. Et on va essayer de voir quel est son rôle réel dans les différents processus du laboratoire. Et nous allons revenir sur les responsabilités de ces techniciens biologistes aussi, les responsabilités essentielles, et voir un peu ce que la norme 1589 et 17025, qui sont les normes vraiment que nous utilisons dans le domaine de la biologie. Ouais, parce que avant c'était 17025, mais après il y a eu un changement. Maintenant, pour le labo, c'est la 1589. Donc on va essayer d'axer notre réflexion sur la 1589 qui vous concerne directement. Mais on n'aura pas le temps vraiment de développer ça. Ce sera vraiment juste pour conclure, pour vous montrer comment la norme encadre cette profession de technicien, encadre également le laboratoire dans nos activités. Et enfin, on va conclure sur cette note-là. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à ce plan proposé, on pourra peut-être avancer. C'est bon? Alors, donc, ce qu'il faut se dire en guise d'introduction, c'est qu'il y a un contexte mondial. Il y a un contexte mondial dans le domaine de la santé. On enregistre de plus en plus d'épidémies. On enregistre également la variante des pandémies avec la COVID-19. Il y a également les maladies émergentes qui sont là, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles. Il y a également un problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est la résistance aux antimicrobiens également. Donc ces problèmes de santé-là constituent un défi à relever, mais qui ne vont pas épargner de la vie. Il y a également des problèmes qui se posent au niveau industriel pour répondre un peu aux besoins du technicien biologiste pour, notamment la concurrence très forte au niveau des industries, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique. Et également, surtout, cette concurrence lutte et pour mettre sur pied des produits de qualité. Parce que sans la qualité, on ne peut pas vendre. Parce qu'actuellement, ce que vous proposez, ce que l'industriel propose, c'est des produits de qualité. Sans produits de qualité, on ne peut pas aller plus loin. Donc il y a une concurrence sévère, très rude à ce niveau-là, et pour la conquête vraiment du marché. Donc face à ces défis-là, le laboratoire est au cœur même de ces défis. Parce que partout, c'est le laboratoire qui est sollicité pour régler le problème. Le laboratoire dans son nom, et à différents niveaux. Si c'est en matière de santé, il y a le diagnostic. Il y a également la recherche. Il y a également les contrôles de qualité. Le contrôle dans l'industrie. Quand vous préparez, vous fabriquez votre produit dans l'agroalimentaire ou ailleurs, ou bien dans l'industrie pharmaceutique, il y a un contrôle qui s'effectue du début à la fin. Et même en cours de production, vous êtes obligé de faire le contrôle. Et là, c'est le labo également qui est source. Pour avoir des produits de qualité, qu'on pourra mettre sur le marché. Et il y a également, du côté, pour la santé toujours, on a le côté thérapeutique, le traitement. Là également, le labo est sollicité. Parce que quand vous faites les cultures,
faire l'antibiogramme, là vous proposez un traitement au patient. Donc là aussi le labo est sollicité. Le suivi et pathologie chronique, le labo est sollicité pour voir si on augmente la dose ou on diminue la dose. Surtout ceux qui font des bilans d'hémostase, on est obligé de faire des TP-TCK tout le temps. TP-INR pour voir si réellement on augmente ou on diminue. Et ça, c'est le labo qui est encore sollicité. Donc, il y a l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est le fonctionnement du labo. Comment faire pour que le labo avance? Ça aussi, le technicien est impliqué. D'accord? Alors, le laboratoire, pour ce qui est du labo, la définition qu'on donne réellement du laboratoire, c'est que c'est un local. On dit que c'est un local. Un local pourvu des installations et des appareils qui sont nécessaires à des manipulations, des expériences effectuées dans le cadre de la recherche, dans le cadre également d'analyse médicale, de matériaux, également des tests techniques ou de l'enseignement. Donc c'est ça vraiment le labo. Mais dans quel domaine le labo est établi? Dans le domaine de la biologie. Biologie humaine, mais aussi la biologie animale. Donc quand on parle de médical, c'est à la fois humain et animal. Bon, nous on est dans le domaine médical, dans le domaine humain, donc on oublie souvent le domaine animal. Mais là-bas aussi, il y a des biologistes, il y a des techniciens biologistes qu'il faut également intégrer. Parce qu'on n'a pas dit union des techniciens biologistes médicaux du Sénégal. On a dit union des techniciens biologistes du Sénégal. Donc, médical, santé humaine, médical, santé animale aussi, ils sont dedans. Il y a également l'environnement. Dans l'environnement, le labo, on a des labos au niveau de l'environnement. On entend souvent parler de labo sol. Avant toute construction, le labo passe pour étudier le sol. Il y a également dans l'industrie, particulièrement dans l'agroalimentaire, dans l'analyse des eaux, vous avez également le labo qui est sollicité. Pour ce qui est du personnel, donc on a les biologistes. Le biologiste, ça peut être un pharmacien, ça peut être également un biologiste fondamentaliste mais spécialisé. Ici au Sénégal, les biologistes, puisqu'il y a des labos de biologie médicale, il faut être pharmacien ou médecin. Ouais. Et maintenant, se doter des différentes spécialisations. Mais quand vous allez dans d'autres secteurs, vous verrez des biologistes fondamentalistes, ceux qui ont fait SM, ceux qui ont fait étudier également à l'extérieur et qui sont des responsables de laboratoire. Mais responsables de laboratoire, c'est différent aussi. Parce que quand vous sortez de Dakar, vous allez dans les régions, vous avez des techniciens supérieurs responsables de laboratoire. Donc, le biologiste, de manière générale, vous avez ensuite le personnel technique, c'est les éléments du labo. Le biologiste, vous avez également le biologiste responsable. Et vous avez maintenant le personnel technique. Et c'est là où vous avez les ingénieurs, vous avez également les techniciens supérieurs, techniciens également simples. Et vous avez aussi les aides techniques. Les aides techniques, ils font partie du personnel du laboratoire. Et encore maintenant de ce personnel chargé des activités opérationnelles, vous avez ce qu'on appelle le personnel support. Dans le labo, sans le support, vous ne pouvez pas fonctionner. Il vous faut de la maintenance, il vous faut des ressources humaines, il vous faut de l'informatique. Ouais, pour que le service fonctionne, il vous faut de l'approvisionnement. Ouais. Donc, c'est tout un ensemble qui constitue réellement le laboratoire. Ce n'est pas seulement les locaux, mais quand on parle de laboratoire, c'est les locaux, c'est les équipements, c'est le personnel opérationnel et également le personnel support. Et si on tient compte de la norme ISO 1589, pour ce qui est de la biologie médicale, le laboratoire de biologie médicale est défini comme étant un laboratoire destiné à réaliser des examens biologiques. Vous êtes d'accord? Un labo qui est destiné à réaliser des examens biologiques. Des examens également microbiologiques, des examens immunologiques, mais aussi biochimiques, immuno-hématologiques, hématologiques tout court, mais aussi biophysique. La biophysique fait partie maintenant de la 1589.
la biologie. Les labos de biophysique, ils sont des techniciens aussi de biologie. Vous avez la cytologie, l'anatomopathologie. Au début, on l'avait enlevé carrément de cette norme-là qui régit les laboratoires de biologie médicale. Mais maintenant, on l'a intégré avec la nouvelle version. La cytologie est dedans, l'anatomopathologie également est dedans. Mais aussi, vous avez la génétique et d'autres examens de substances d'origine humaine. D'accord? Donc, c'est l'ensemble-là, ce sont les activités réellement de laboratoire. Et pour apporter ceci, pour apporter vraiment des informations utiles au diagnostic, utiles à la gestion, mais également des informations utiles à la prévention. Vous ne pouvez accuser personne si cette maintenance-là n'est pas effectuée. Et je ne parle pas du major, parce que des fois, quand il y a un major dans le service, on lui laisse tout. Quand il y a un responsable qualité, on lui laisse tout. Non. Ça, c'est du ressort de tout technicien qui est dans le laboratoire. En dehors de ce contrôle, de la maintenance, la calibration également, et du ressort de ces techniciens. Et la surveillance de ces valeurs, la surveillance, l'exploitation, avant même le biologiste. Le biologiste confirme ce qu'on fait. Mais les contrôles que vous passez, c'est à vous de les valider. De faire ce qu'on appelle les level voir les tendances. Est-ce que mes contrôles j'ai toujours les bonnes valeurs? Est-ce que mes contrôles ont tendance à dévier? Quelle est la conduite à tenir? Et de suivre ce qu'on appelle les règles de best guard. On n'a pas le temps de développer ça, mais prochainement, peut-être dans d'autres occasions, on pourra aller dans la validation technique même, qui est importante. Donc, on a cette validation et également, le technicien biologiste doit saisir les résultats. Ce n'est pas à la secrétaire de saisir les résultats de biologie médicale. La secrétaire, on peut lui donner des résultats, mais elle va saisir pour le technicien biologiste. Parce que c'est le technicien qui a effectué les analyses. C'est lui qui connaît ses valeurs. Donc, une fois saisi, soit par la secrétaire, soit par elle-même, c'est le technicien biologiste qui valide techniquement ces résultats. Il revoit. S'il n'a pas saisi lui-même, il revoit si c'est une secrétaire qui a saisi. Et l'idéal, vraiment, c'est que le technicien saisisse ses propres résultats. Soit au niveau biologiste ou bien au niveau du système. Maintenant, pour pallier à cela, il y a ce qu'on appelle les systèmes intégrés. Vous passez l'échantillon, les valeurs quittent directement le système, l'automate, pour aller dans vos systèmes informatiques. Mais là aussi, la norme vous demande de vérifier. Parce que, des fois, vous passez un échantillon, et que l'échantillon qui passe, vous avez par exemple, glycémie, vous avez 1,19. L'appareil, au lieu de mettre 1,19, il vous met 1 parce qu'il arrondit. Ou bien il vous met 1,2 parce qu'il arrondit. Ouais. Donc, quand l'appareil arrondit, il faut vérifier. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission. Et en matière de management de la qualité, on vous demande toujours de montrer les preuves de cette vérification-là. La vérification de la transmission entre l'automate et le système informatique. Alors, donc, la saisie, c'est très clair. Mais je voudrais quand même vous poser juste une question. Quand votre contrôle marche, quand vous passez un échantillon, votre contrôle marche. Contrôle normal, vous avez la bonne valeur. Contrôle patho, vous avez la bonne valeur. Tout est normal. Vous passez votre échantillon, vous avez une valeur. Est-ce que vous pouvez dire que votre valeur là est fiable? Est-ce que cette valeur est toujours fiable? Hein? Qui dit non? Votre contrôle marche. Là, le contrôle marche.
vous avez de bonnes valeurs. Alors, vous passez votre échantillon, l'échantillon vous a donné une valeur bien définie. Est-ce que cette valeur-là est toujours fiable? Pourquoi? Si. C'est quoi vous basez pour dire que cette valeur n'est pas toujours fiable? Oui. Hein? Le contrôle est bon. Oui. Oui. On peut la valider. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Là, je vous amène dans le rapport. Hein? Si on utilise le prélèvement est bien fait, Ouais. il n'y a pas de caillou, il n'y a rien. Le prélèvement est bien fait. On passe le chantier. D'accord. On a des valeurs normales pour d'autres patients. Il y a Ouais. un qui n'est pas, qui est anormal. Ouais. On fait la validation technique. Donc c'est bon pour elle. Est-ce qui peut dire? Quelqu'un d'autre? Fay. Allez-y. On va valider le résultat. Moi, je pense qu'on peut valider le résultat, mais il faut aussi penser à ce qu'on appelle les erreurs aléatoires. Donc, il faut tenir compte des erreurs aléatoires et des erreurs systématiques. Donc, parce que dans chaque logique, il y a ce qu'on appelle une incertitude. Donc, il faut penser aux erreurs aléatoires et aux erreurs systématiques. Oui, mais quand vous avez dit erreur aléatoire et erreur systématique, vous l'avez déjà intégré dans les incertitudes. Vous avez déjà intégré dans les incertitudes. Oui. Ah, ça c'est un visage que je retrouve. Allez-y. Par exemple, on peut passer en contrôle. On peut passer en contrôle et le résultat est normal, comme on l'a dit tout à l'heure. Et que quand on passe l'échantillon, on a aussi un résultat. Là, est-ce qu'on peut dire que le résultat qu'on a avec l'échantillon est fiable ou non? Oui. Ça, moi, je lui dis que ça dépend du résultat de contrôle qu'on a obtenu. Parce qu'on peut avoir une valeur de contrôle normale, mais qui se situe vers la limite maximale ou bien vers la limite minimale du contrôle. Là, on peut avoir des résultats un peu plus élevés avec l'échantillon. C'est pourquoi on ne peut pas certifier que l'échantillon, la valeur de l'échantillon est fiable. D'accord. Je donne un exemple concret en biochimie. Vous faites CRP et vous avez la CRP est négative. Vous avez 0,00. Votre contrôle clean, normal, les erreurs systématiques et tout, vous les avez intégrées dans l'incertitude parce que vous avez votre cours de lever que vous exploitez. Maintenant, est-ce que cette valeur-là est fiable à 98%? Je ne dirais pas 100% en tenant compte des incertitudes. Oui. Ok, c'est validé. Maintenant, quand vous passez un échantillon, l'échantillon est très faible. La pipette n'est pas élevée au niveau du cerveau. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Des fois, vous n'avez pas d'erreur de pipetage. L'appareil ne vous signale pas l'erreur de pipetage. L'appareil vous donnera 0 pour la CRP. Et quand ça vous donne 0, vous allez considérer comme étant négatif. Alors peut-être le volume est faible. Le volume est faible. Je pense pas à ceux qui utilisent les spectros. Parfois, vous pensez avoir prélevé, mais vous n'avez pas prélevé. Parce que des fois, avec le sérum, vous avez un gel dessus qui bloque le pipetage. Donc quand vous pipetez, vous n'avez pas toujours ce qu'il faut. Vous pouvez avoir des cailloux quand vous faites une numération. Vous avez des micro-cailloux, vous avez des valeurs, pourtant vos contrôles ont marché. Mais vous avez une thrombopénie sévère, une leucopénie, liée au fait qu'il y avait des micro-cailloux qui ont bouché le système. L'appareil ne vous signale pas qu'il y a des micro-cailloux, il va vous signaler des agrégats plaquettaires, mais il va vous donner quand même des valeurs de bouche, des valeurs de blanche et tout. C'est pour ça que je dis, pour la... Oui, allez-y. Dans ce cas, en fait, si on a des valeurs trop bas, trop élevées, je pense que la meilleure façon, c'est de reprendre. Ouais. Une deuxième fois. Et des fois aussi, de jeter un coup d'œil sur le bulletin, de dénoncer. Des fois, ça peut t'orienter un peu. Mais même s'il y a les défauts aussi, on voit les défauts.
Exactement. Parce qu'en fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pour ça que quand je parle de validation technique, les gens ne parlent toujours de contrôle. Je dis que les contrôles, c'est vrai, c'est la première étape, mais il y a tout un ensemble. L'expertise, l'expérience, ce qu'on appelle ce feeling même du technicien biologiste par rapport à l'échantillon que vous manipulez. Il faut regarder l'échantillon, sa coloration, ça va forcer vos résultats. C'est un prélèvement hydrique, c'est un prélèvement hémolisé. L'appareil donne des densités optiques. Les densités optiques, c'est des couleurs. C'est une coloration bien précise. Si votre échantillon est déjà coloré, mais vous retombez avec des éléments pour. Donc la validation, c'est l'appréciation de l'échantillon. Et devant, vous avez un prélèvement qui est complètement idéal, pas idéal, mais c'est presque du pur. C'est lactescent, en fait. Le sérum est lactescent. Vous faites vos triglycérides. Les triglycérides sont élevés. Mais quand vous jetez un coup d'œil sur l'échantillon, là, vous pouvez dire effectivement, c'est à cause de ça que j'ai des échantillons qui sont ce taux-là. Donc c'est ça le feeling de ce biologiste.